Bienvenue sur la chaîne Conversation inspirante. Ici, nous plongeons dans les trésors littéraires pour explorer des idées puissantes et profondes. Que vous soyez un amateur de littérature ou simplement curieux, rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et partons ensemble dans ce voyage au cœur des mots et des pensées les plus inspirantes. Merci de nous rejoindre dans notre communauté et bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble des documents passionnants sur 3 grands tournants de notre histoire. La première, sortie d'Afro-Asie. Oui, Afrique est une partie de l'Asie, c'est ça. Voilà. Puis la révolution agricole. Et enfin, l'invention de l'écriture. Tout à fait. Et l'analyse qu'on examine, elle retrace vraiment ces transformations radicales. Elle montre comment Sapiens a changé son destin et celui de la planète. Et souvent de façon assez inattendue, d'après ce que j'ai compris. Exactement, parfois même contre-intuitive. On va voir ça. Bon, l'idée, c'est donc de décrypter un peu ces étapes et leurs conséquences, parfois surprenantes, en se basant sur ces écrits. Alors, commençons par cette fameuse sortie d'Afro-Asie. Les textes parlent d'un exploit, mais aussi d'un coût. Oui, il s'agit de la colonisation de l'Australie il y a à peu près 45 000 ans. Et pour y arriver, il a fallu développer des compétences maritimes assez pointues. Ah oui, traverser des bras de mer importants. Plus de 100 kilomètres. Et c'était la toute première fois qu'un grand mammifère terrestre quittait cet écosystème afro-asiatique pour aller là-bas. Un exploit adaptatif, vraiment. D'accord, mais ces textes suggèrent aussi un côté plus sombre, une sorte de drame écologique lié à cette arrivée. Ah oui, carrément. Une extinction massive. Les chiffres sont assez frappants. 23 des 24 espèces animales australiennes de plus de 50 kilos disparaissent peu de temps après l'arrivée humaine. Ah, quand même. Des exemples? Le diprotodon, une sorte de wombat géant, le lion marsupial, toute une mégafaune qui s'éteint. Alors, on pense souvent au climat, Oui, c'est l'explication habituelle. et là, les indices pointent plutôt vers l'impact humain. Et comment l'analyse fait la part des choses? Plusieurs points. D'abord, le changement climatique de cette époque, il n'était pas plus extrême que d'autres auxquels la mégafaune avait déjà survécu. D'accord. Ensuite, pas d'extinction marine notable au même moment. Or, Sapiens, à l'époque, c'était une menace surtout terrestre. Logique. Et ce schéma, on le retrouve ailleurs. Oui, justement. Les écrits soulignent des parallèles. Par exemple, en Nouvelle-Zélande avec l'arrivée des Maoris, ou même sur l'île Wrangel, où les derniers mammouths disparaissent juste après l'arrivée des humains, il y a 4000 ans. Et les causes possibles, selon ces textes? On parle de chasse facilitée, ces animaux n'avaient peut-être jamais vu d'humains, donc pas méfiants, leur reproduction était lente aussi, et puis il y a l'usage du feu pour transformer l'environnement. Le brûlis pour défricher. Voilà, parfois appelée l'agriculture du bâton à feu. Une transformation radicale du paysage. Une première empreinte écologique très forte, donc. Bon, après cette expansion, vient une autre révolution, vers 9500 avant notre ère, l'agriculture. Souvent vue comme un progrès, mais là encore, l'analyse nuance fortement, non? Pour un individu moyen, C'est un des points les plus déroutants, oui. Loin d'améliorer le quotidien, l'agriculture aurait rendu la vie plus dure pour beaucoup. plus dur. Comment ça? Plus de travail et un travail plus répétitif, une alimentation moins variée, souvent basée sur quelques céréales, donc moins riche, plus de maladies aussi. Ah oui, à cause de la sédentarité, de la proximité. Exactement. Et puis une dépendance terrible aux récoltes, aux aléas climatiques. Mais alors pourquoi ce changement, si c'était moins bien? C'est ce que les textes appellent le piège du luxe. Des petites améliorations progressives, un peu plus de sécurité alimentaire peut-être, qui entraînent petit à petit de nouvelles obligations. Plus de bouche à nourrir, donc besoin de cultiver plus? Voilà. Plus de travail, besoin de plus de terre. C'est un engrenage. Et une fois dedans, impossible de revenir en arrière. D'une certaine façon, on pourrait dire que c'est le blé qui a domestiqué Sapiens. C'est une perspective intéressante. Et pour les animaux domestiqués, l'analyse montre aussi une dualité. Tout à fait. D'un point de vue évolutif, c'est un succès incroyable. Des milliards de poulets, de vaches, de cochons. Ils ont conquis la planète grâce à nous, en quelque sorte. Mais pour l'individu? Pour l'individu animal, l'analyse décrit une réalité souvent terrible. Conditions de vie, concentration, mutilation, abattage très jeune. Il y a un décalage énorme entre le succès de l'espèce et la souffrance individuelle. Cette nouvelle société agricole, elle devient plus complexe.
Et ça pose un nouveau problème, mentionné aussi, gérer l'information. Oui, la quantité d'informations explose. Hmm. Les impôts, les dettes, les stocks, les lois, les propriétés. Ça dépasse très vite la capacité d'un cerveau humain. Limité, et puis mortel surtout. Exactement. Et pas fait pour jongler avec des milliers de chiffres abstraits. Et c'est là qu'arrive la troisième révolution, L'écriture. précisément. En Mésopotamie, chez les Sumériens, vers 3500-3000 avant notre ère. Mais attention, au début, ce n'était pas pour écrire des poèmes. Non, c'était pourquoi alors? Pour la compta. La gestion. C'était une écriture qu'on dit partielle, des chiffres, des listes de biens, des transactions. Le plus vieux nom qu'on ait retrouvé, c'est peut-être Kushim, Un roi, un prêtre. probablement un comptable. Sur une tablette, on lit quelque chose comme 29 086 mesures orge, 37 mois Kushim. C'est très administratif. On mentionne aussi les quipus des Andes, ces cordelettes nouées, un autre système pour enregistrer l'info. Donc l'écriture naît pour des besoins très pratiques. Mais son impact va bien au-delà, elle structure la société elle-même. Complètement. Elle devient l'outil clé pour construire et maintenir ce que les textes appellent des ordres imaginaires. Des ordres imaginaires, c'est-à-dire Les lois, les dieux, l'argent, les nations, les entreprises. Toutes ces choses qui n'existent